Le secrétaire d'État américain John Kerry l'a affirmé dimanche 4 mai au cours du point de presse à Kinshasa. À Genève, les Nations Unies ont adopté le rapport de la République démocratique du Congo sur les droits humains. Il reste la confirmation au mois de septembre. Antenne A, le journal, Sylvie Fortuné-Mboula. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition dominicale sur Antenne A, la chaîne de référence. Nous recevons un intervenant dans ce journal. Il s'agit de John Gombois. Il est le directeur des informations de la chaîne. Il a pris part à la 19e session de Nations Unies, de droits de l'homme à Genève. Il revient fraîchement de la Suisse. Bonsoir John. Bonsoir Sylvie, effectivement fraîchement, il fait très frais à Genève actuellement, donc c'est vraiment fraîchement. Ok, je reviens à vous tout à l'heure. Après 24 heures de séjour en République démocratique du Congo, le secrétaire d'État américain John Kerry s'est envolé pour Luanda en Angola. Mais bien avant cela, John Kerry, à cours d'un point de presse tenu au fleuve Congo Hotel, c'est dimanche, plaidé pour des élections libres, transparentes et crédibles en République démocratique du Congo, en conformité avec la Constitution. Et puis le gouvernement Obama a octroyé un montant de 30 millions de dollars américains pour ces élections. Patricia Amondi. Lors de son briefing avec la presse congolaise et internationale, le secrétaire d'État américain est revenu sur les mesures prises à l'issue de sa rencontre avec le président Joseph Kabila. Les États-Unis d'Amérique soutiennent le processus de paix dans le pays, saluent la victoire de FARDC sur le M23 et encouragent le président Kabila et son gouvernement à poursuivre la traque des FDLR et tout autre groupe armé. John Kerry a déclaré qu'il faut rétablir l'autorité de l'État, la démobilisation des ex-combattants et le retour à la vie civile. Le gouvernement Obama tient à la paix en République démocratique du Congo et cela signifie des élections libres, démocratiques et crédibles conformément à la constitution actuelle. Raison pour laquelle les États-Unis s'engagent à octroyer 30 millions de dollars américains pour soutenir les élections libres, transparentes et crédibles en République démocratique du Congo. De son côté, l'agence américaine, l'USAID, va octroyer 1,2 milliard de dollars américains pour la bonne gouvernance et l'amélioration de conditions de vie des populations. Avec le président Kabila, ils ont convenu qu'il y aura un calendrier pour les élections. L'héritage du président Kabila est remarquable avec la démocratie sur place. Il est jeune, il pourra encore contribuer au développement de son pays, a-t-il renchéri. Les États-Unis croient et encouragent la République démocratique du Congo à respecter la Constitution. Outre la rencontre avec la presse, le secrétaire d'État américain s'est entretenu avec le président Joseph Kabila ainsi que les acteurs de la société civile, dont les présidents de la Commission électorale nationale indépendante CENI et celui de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT. John Kerry est arrivé dans la capitale congolaise samedi 3 mai en provenance de l'Éthiopie et du Sud-Soudan. À Kinshasa, l'homme d'État américain a visité dimanche 4 mai l'hôpital Saint-Joseph de Limete qui soigne gratuitement les cas de fistules chez les femmes sous le financement de l'agence américaine USAID. Après l'étape de Kinshasa, il s'est rendu dans l'après-midi du 4 mai à Luanda, en Angola, des entretiens avec le président José Eduardo Santos. Nous vous le disions dans le sommaire, le rapport de la République démocratique du Congo sur les droits humains a été adopté le vendredi dernier lors de la 19e session de droits de l'homme à Genève. Et cela malgré le fait que plusieurs recommandations avaient été faites à la délégation congolaise conduite par la ministre de la Justice et droits humains. C'est un reportage de John Gombois. Scène habituelle devant les sièges des Nations Unies à Genève, vendredi 2 mai. Ce même jour, à l'intérieur du bâtiment, une scène qui revient tous les 5 ans ou presque. L'examen périodique universel EPU est l'un des tout récents mécanismes de l'ONU pour veiller au respect des droits humains à travers le monde. Ce vendredi donc, l'EPU adopte les rapports lui présentés sur la situation des droits humains en RDC, 3 jours plus tôt par la ministre congolaise de la Justice. Wivine Mumba plaide pour l'implication des Nations Unies pour la fin de la guerre au pays.
ma délégation invite la communauté internationale au maintien de sa mobilisation en vue de la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Car, comme chacun sait, la guerre est incontestablement le premier ennemi de la réalisation des droits de l'homme. Le rapport est adopté dans une ambiance sereine, ce qui n'était pas le cas mardi 29 avril. 94 États avaient ouvert un tir des recommandations sur Mumba Matipa. Du coup, la ministre est devenue méfiante, même à l'égard des journalistes. Vous êtes d'abord de quel journal? De Antenne A télévision à Kinshasa. Oui. Question. Quelles sont les avancées enregistrées par les droits de l'homme en RDC? On a plein d'avancées, monsieur. On a eu plus de 100 recommandations sur lesquelles on a dû travailler. C'est ça que nous avons présenté le mardi 29 avril. Ce mardi-là, la ministre, malgré les 3h30 lui imparties, a oublié de mentionner le cas de la centaine de détenus amnistiés par le président de la République. Soit, que faut-il retenir alors? On nous a donné plusieurs recommandations. Il y a des recommandations que nous avons acceptées, des recommandations que nous n'avons pas acceptées et les recommandations que nous avons notées. Plus précisément, 229 recommandations ont été formulées. Les pays en ont accepté 165 et a rejeté 38. C'est donc en septembre 2014 que la République démocratique du Congo viendra confirmer les différentes recommandations faites ici par d'autres États en ce qui concerne le droit de l'homme en RDC. John Ngomboa pour Antenne A. Et que signifie l'examen périodique universel des Nations Unies? La question est posée pour vous par John Ngomboa à Roland Chauvy, expert de l'UPI Info. Suivez. L'examen périodique universel est un programme des Nations Unies en matière de droits de l'homme qui examine la situation de chaque pays du monde les uns après les autres. Donc tous les 4-5 ans, les pays viennent à Genève pour présenter leur situation des droits de l'homme et recevoir de la part de la communauté internationale des suggestions, des recommandations sur comment améliorer la situation dans le pays. Donc toute la communauté internationale, tous les autres pays du monde peuvent prendre la parole, poser des questions et faire des recommandations à l'État qui est examiné, et ceci à tour de rôle. Alors l'examen a lieu donc tous les 4 ou 5 ans. Et là, nous avons assisté à la 19e session. Nous sommes dans ce qu'on appelle le deuxième cycle, c'est-à-dire que tous les États du monde, les 193 pays membres des Nations Unies ont été examinés une première fois de 2008 à 2011, et en 2012, on a recommencé l'examen des pays. Donc pour les pays qui sont examinés cette semaine, notamment la République démocratique du Congo, c'est la deuxième fois qu'ils sont examinés à l'EPU. Donc entre le premier passage fin 2009 et cette semaine, ils ont dû mettre en œuvre les recommandations qu'ils avaient reçues en 2009. Et nous restons à Genève pour vous dire qu'un groupe de journalistes congolais vient de participer à un atelier de vulgarisation de l'examen périodique universel à Genève en Suisse. Ces mécanismes permettent de faire systématiquement l'inventaire de tout le droit pour tout le pays membre de l'ONU sans distinction. Encore une fois, John Ngomboa. 5 journalistes congolais ont participé à Genève à un atelier sur l'examen périodique universel EPU. Organisé en marge de la 19e session des Nations Unies sur les droits de l'homme, cet atelier comprenait des modules sur l'EPU lui-même, mais aussi sur les processus avant et après. Ainsi, ces professionnels des médias ont appris qu'avant chaque session de l'examen périodique universel, des pré-sessions et actions de lobbying sont menées essentiellement par les ONG des droits humains auprès des États membres de l'ONU pour les informer sur la situation des droits humains des pays qui vont être examinés par leurs pairs. Et pour cause, seuls les États participent à l'EPU de manière exclusive. Par conséquent, ce mécanisme risque d'être mis sous coupe réglée par les intérêts des États. Ces précessions et lobbying ont donc pour finalité de mettre à disposition des pairs États les éléments pour formuler des recommandations. Si en amont de l'EPU, les ONG de défense des droits de l'homme s'en sortent plus ou moins bien, par contre, en aval de l'EPU, il est indispensable de créer une opinion qui va contraindre le gouvernement des États membres à exécuter les recommandations auxquelles ils ont souscrit devant les nations du monde. Voilà qui justifie l'invitation des journalistes congolais à travers l'ONG congolaise Journalistes en danger et l'ONG suisse G-Média à cet atelier genevois.
Voilà, nous venons de suivre là le carnet de voyage de John Gomba. Il est avec nous ici. Bonsoir encore, John. Bonsoir. La première question est celle de savoir comment appréhender davantage le rôle des médias à l'examen périodique universel des Nations Unies. C'est une grosse source d'information pour la presse parce qu'à cette occasion, chaque État est tenu de faire les 360 degrés, donc le tour des droits humains dans tous les domaines. Et donc, du coup, c'est une source d'information. Vous pouvez savoir que, bon, voilà, dans ce domaine-ci, le respect des droits de l'homme est à tel niveau. De deux, les PU permet aussi d'apprécier la sincérité des gouvernants. Parce que pour les journalistes qui vivent la situation du terrain, comme nous, on peut par exemple voir que là, pour la consommation extérieure, le gouvernement dit ceci, mais en réalité, voici ce qui se fait. Et je crois que troisièmement, les pays est aussi utile parce qu'il est nécessaire, moi je crois, de consolider une opinion nationale, d'informer les peuples, la population sur la manière dont fonctionne l'État. Et ça, c'est très important, c'est aussi le rôle des journalistes, je crois. Et comment avez-vous apprécié la participation de la RDC à cette 19e session? Non, je crois que c'était une participation à mi-teinte. Il ne m'a pas semblé que c'était vraiment bien préparé. Je dois l'avoir plus ou moins dit dans les sujets qui viennent de se passer. Je prends un simple cas. Un peu avant que la délégation congolaise ne participe à l'IPU, donc à la session à Genève, le président de la République venait de prendre un décret où il a amnistié plusieurs personnes, notamment un journaliste. Et vous savez que la RDC est brocardée pour le non-respect des droits de l'homme, justement, et spécialement aussi pour les cas des atteintes à la liberté de la presse. Mais la ministre n'a pas évoqué les cas de Patrick Palata, qui venait d'être gracié par le chef de l'État. Je pense quand même que c'était une grosse fausse note et elle n'a pas évoqué de manière générale cette dernière décision qui aurait pu servir d'entrée en matière pour son exposé. Je l'ai dit, elle a eu 3 heures pour parler, mais beaucoup d'autres choses. Mais ça manquait à mon sens. C'était une fausse note et elle était à côté de la plaque pour moi. Après avoir vu tout ça, que comptez-vous faire comme professionnel de médias? Oui, je pense que chaque fois qu'on est en contact, parce que les Nations Unies, c'est quand même c'est les sommets du monde. Chaque fois qu'on est un peu en contact avec ces genres de choses, je crois que ça vous donne des nouvelles idées, vous faites une mise à jour. Et voilà. Pour nous, je crois qu'avec les amis avec qui nous étions partis, et là je cite Luc Rogemba de l'Observateur, Feza de Diwan, Mati Moussaou de Forum des As. Bon, évidemment, il y avait aussi Benita de GED et Souzy. Nous avons décidé quand même d'élancer un embryon d'un réseau qui peut permettre de répercuter toutes ces informations, parce qu'il y a une grosse masse d'informations qui n'est pas utilisée. Et nous verrons dans les jours à venir comment nous y prendre pour que nous puissions pérenniser ces projets et les faire fonctionner déjà essentiellement par nos propres moyens, sans forcément attendre qu'un financement vienne à gauche ou à droite, ce qui se fait souvent avec les projets ou les ONG actuellement ici qui dépendent essentiellement de leur fonctionnement des financements extérieurs. Mais moi je pense que comme Congolais, nous pouvons nous investir pour le bien de notre pays sans pour autant que nous attendions quoi que ce soit en retour. John Gomba, merci d'être venu. Les journalistes de la rédaction sont impatients de vous revoir au conseil de rédaction. Oui, dès ce lundi. Demain à 9h. Oui, ils ne vont pas me rater, je serai là. Merci, directeur. Merci, Sylvie. Le journaliste congolais est soumis à de nombreuses contraintes qui rendent difficile l'exercice de son métier selon les normes professionnelles. C'est le constat fait par des journalistes congolais lors d'une conférence débat organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai de chaque année. Dans Momat, Hugues Moussangilay, reportage. Après 2 heures de discussion, le tableau peint par les journalistes congolais sur la pratique de leur métier en République démocratique du Congo est, le moins que l'on puisse dire, sombre. Parmi les mots qui gangrènent l'exercice de ces métiers, l'on peut citer notamment les violations multiples et répétées de la liberté de la presse, un cadre juridique vieillissant,
l'environnement macroéconomique déficitaire, le manque d'institutions d'appui aux médias ou encore le manque de professionnalisme de la part de certains journalistes. Et comme piste de solution, et on a proposé ici la mise en place d'une structure qui jouerait le rôle d'un comité de pilotage, n'est-ce pas, qui regrouperait des journalistes professionnels, des organisations professionnelles des médias et pourquoi pas des membres de la société civile et même certains acteurs politiques, pour qu'ensemble nous puissions avoir une structure fédérative qui puisse poser les problèmes, être en mesure de défendre la liberté de la presse. Quoi qu'il en soit, les journalistes congolais s'efforcent tant bien que mal à remplir sa mission dans un contexte précaire. Et pendant que le journaliste du Monde réfléchissait sur la liberté de la presse, un journaliste a été condamné par les tribunaux de Butembo au Nord Kivu. Il s'agit de Kahindo Muke Christian, éditeur du journal Rafiki, écope de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de $1000 américains dans le procès qu'il opposait au député Bindoulé. Le journaliste est allé en procès. Plus de détails avec notre correspondant à Butembo, Merveille Kakoulé. 2 mois de prison, $1000 de dommages et intérêts, c'est le verdict du tribunal de paix de Butembo dans le dossier opposant les députés Mbindoulé Mitono Crispin au journaliste Kahindo Muke Christian, éditeur-directeur du journal Rafiki. Le verdict est tombé le soir de vendredi dans une audience où le journaliste était absent. Le député Mbindoulé, par le biais de ses avocats, avait requis 6 mois de prison, $10,000 de dommages et intérêts et la saisie de tous les exemplaires du journal Rafiki dans lesquels il avait été publié. L'article intitulé « Le GCLG du député Mbindoulé escroque plus de $50,000 américain de Belgique vers Kahindo Muke Christian, éditeur-directeur du journal Rafiki, dit avoir eu vent de se prononcer à 22h de vendredi 2 mai. Et décidément, notre confrère s'y attendait. Kahindo Muke Christian. Ce jugement qui a été rendu public par le tribunal de Butembo, ça ne m'a pas surpris parce que on m'avait d'abord mappé le 11 mars. Dieu merci, je suis sorti. Le dossier était en train de suivre ce cours normal. On m'a condamné à 2 mois de prison et une amende de $1000. Moi, je dis que ça, c'est une parodie de justice que le tribunal de paix vient de rendre. Et je me conseille, mes avocats, je pense que d'ici là, nous allons interjeter appel et nous irons en appel. Ne crée-t-il pas la prison? Les politiciens ne peuvent pas nous faire taire. Nous allons continuer notre travail. La place des journalistes n'est pas à prison, c'est à la rédaction. Je pense que nous continuerons à informer la population. La rédaction est en train de fonctionner correctement. Les écrivains, même à prison, ils écrivent toujours. Plusieurs sont les journalistes qui condamnent cette décision du tribunal de paix de Butembo, à l'instar de Kennedy Wema, correspondant des Reporters sans frontières à l'est de la République démocratique du Congo. J'en profite d'ailleurs pour dénoncer cette décision de justice, ce jugement qui a été rendu. Je sais que les juges sont indépendants, la justice est indépendante, mais je dénonce que les juges aient choisi le jour que nous fêtons notre liberté pour annoncer leurs trucs. Ils ont pris leur table comme ça pour qu'ils nous prennent des cours et condamner notre frère en 2 mois de prison. C'est anormal. Ils auraient pu choisir notre jour puisqu'ils sont indépendants. Merveille Kakoulé sali beaucoup. Butembo, Antenne A. Vous avez corrigé avec moi, il s'agit d'une amende de $10,000 américains et non pas 1000 comme je l'ai dit bien avant. Expulsion de RD congolais de la République du Congo, les forces acquises au changement, elles aussi, sont montées au créneau. C'était hier en leur siège sur Cabinda, dans la commune de Kinshasa. Beinda Mukantu, reportage. La situation des expulsés du Congo-Brazzaville continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. La classe politique de la République démocratique du Congo, plus précisément les forces acquises au changement, viennent à leur tour d'hausser le ton. Cette opération s'est focalisée spécifiquement sur la stigmatisation des Congolais de la République démocratique du Congo qui ont été assassinés, violés. Les Congolais de la RDC qui ont été molestés, torturés, brutalisés, dépouillés de leurs biens. Lisanga Bonganga en appelle au bon sens entre les deux nations et demande une rencontre à haut niveau pour résoudre ce problème. Car le gouvernement de Matata Pogno, selon lui, n'a pas pu gérer ces expulsions alors que les deux pays ont des liens de consanguinité. Une rencontre entre les deux chefs d'État, le président Sassou Nguesso et le président Kabila est à ce stade indispensable. Cette rencontre devrait permettre la mise sur pied d'une commission bipartite dont
la mission serait permettre la cessation des mesures d'expulsion. Au cours de ces points de presse, les forces acquises au changement ont aussi évoqué la liberté de la presse. Ils ont dénoncé l'arrestation de la journaliste reporter Sandra Mbombo en plein exercice de son métier. D'autre part, le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba Tshimbi, a animé une conférence de presse ce dimanche au MNS à Gombe. Il a annoncé la tenue d'un atelier national de plan d'action pour la mise en œuvre de l'accord cadre souscrit par la République démocratique du Congo. Cet atelier aura lieu du 6 au 9 mai 2014 à Kinshasa. Suivez. La République démocratique du Congo va bientôt se doter d'un plan d'action relatif pour la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. À cet effet, un atelier national sera organisé du 6 au 9 mai 2014 à Kinshasa par le mécanisme national de suivi en collaboration avec le ministère du Plan et l'appui de l'équipe pays des Nations Unies. La semaine qui commence va être une semaine extrêmement importante pour nous puisque nous allons aller au-delà de la définition de benchmark en ce qui concerne l'ensemble des engagements qui sont pris pour pouvoir établir un plan d'action. La République démocratique du Congo va se doter enfin d'un plan global qui permette pour l'ensemble des engagements pris de pouvoir dialoguer avec tous les partenaires, obtenir, chacun pour ce qui concerne, les interventions telles que stipulées dans l'accord cadre, mais en interne, nous assurer aussi que nous allons dans la bonne direction et être en mesure de pouvoir mesurer le rythme auquel nous avançons. Et que donc, sur le travail qui va se faire du 6 au 9, le lieu, ça sera Caritas, ici à Kinshasa, et durant ce temps qui ira du 6 au 9, ce sont non seulement les experts internes au MNS, mais tous les experts nationaux qui sont logés dans tous les ministères, dès lors que le MNS suit l'exécution, mais les maîtres d'œuvre de cette exécution, ce sont les ministères. Et au sein des ministères, de nos ministères, il est logé ceux qu'on appelle les groupes thématiques. Ce sont eux qui seront à la manœuvre, mais également tous nos partenaires au développement. François Mwamba Tshimbi a salué l'implication de la communauté internationale en général et en particulier les États-Unis d'Amérique pour le suivi pour les engagements souscrits au niveau de la région du Grand Lac. Et puis Ndaye Ilambwechi vous propose cette page rétrospective. Le moratoire de 45 jours accordé aux chauffeurs de taxis, motos et bus quant au contrôle technique des véhicules initié par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a expiré le 1er mai 2014. Certains chauffeurs se frottent le main car ils ont obtempéré aux instructions de l'hôtel de ville. D'autres, par contre, estiment n'avoir encore rien fait, faute de moyens financiers. Nous ne sommes pas encore passés au contrôle technique. C'est une bonne idée pour connaître l'état de nos véhicules. En plus, le pouvoir public doit réhabiliter les routes, ce qui pousse nos véhicules à être chaque fois en panne. Notons aussi que le chauffeur qui estime être déjà en ordre en ce qui concerne le contrôle technique se plaignent de couleur des véhicules imposées encore par l'autorité urbaine. Selon eux, les propriétaires des véhicules en leur possession n'ont pas confiance en la qualité de la peinture vendue localement. Il me manque seulement les couleurs. Ouais, si je suis en ordre, je vois bien que vous voyez déjà, j'ai déjà payé l'assonance, en plus le contrôle technique. Nous pensons que cette mesure de la peinture n'est pas bonne. La couleur diminue la valeur de la vente de la voiture. Entre-temps, ces automobilistes peuvent encore pousser un ouf de soulagement car une mesure de grâce de 3 jours leur a été accordée ce 2 mai 2014 par le gouvernement provincial. Ils ont jusqu'au 5 mai pour se mettre complètement en ordre, sinon ils seront rattrapés par la loi. Duralex cède l'ex, dit-on, la loi est dure, mais c'est la loi.
Tôt ce matin, vendredi 2 mai, ils ont envahi la rédaction d'Antena sur l'avenue du Livre. Ces agents de la Société nationale d'assurance réclament leurs arriérés de salaire. Certains affirment avoir accumulé 25 mois d'arriérés. Après donc la fête du travail célébrée ce 1er mai, ces agents de la SONAS ont choisi d'entreprendre une action d'éclat et d'envergure, bien que dispersée par la police. Nous venons alerter les autorités de ces pays-là. En légaliste, nous nous sommes promenés partout, déposer notre document dans tous les services nécessaires qui font respecter la loi au Congo démocratique, pour que nous puissions faire notre sit-in à la SONAS, parce que nous sommes en train de vivre une insécurité sociale. 25 mois d'arriérés salaire. Les agences, chacune a 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 13, 14 voire. Nous manifestons notre mécontentement, sans bavure, sans insulte, sans provocation. On nous met les agents de l'ordre pour nous brimer. Nous avons été au Parlement de ces pays-là. Nous avons été au Parlement, on nous dit, nous sommes surpris, nous sommes scandalisés par ce que vous manifestez, par l'engouement. Nous avons déposé notre mémo. Au niveau de la direction générale de la SONAS, où la journée de travail s'est déroulée comme si de rien n'était, les responsables assurent que parmi les manifestants, nombreux sont ceux qui ont été renvoyés pour usage de faux depuis 2010. Ils ont promis de tenir une conférence de presse lundi au retour de l'ADG Carole Aguito. Pour rappel, construire un avenir meilleur avec un travail décent, tel a été le thème national de la Journée mondiale du travail célébrée jeudi 1er mai. L'assureur national, qui a toujours honoré ses souscripteurs à travers l'opération Jeudi Sinistre, a tout intérêt à préserver son image de marque en réglant définitivement ses cas litigieux. L'avenir des agents et cadres de la SONAS en dépend. La solution, parce que quand vous êtes en train de manifester sur la rue, qu'est-ce que nous vendons? Quelle est l'unité de production de la SONAS? Nous vendons de la confiance, nous autres. Mais quand vous vous mettez sur la place publique à insulter votre manager, à insulter votre société par ricochet, que vont dire les clients potentiels de la SONAS? C'est-à-dire que c'est un endroit où on détourne, soi-disant, pour nuire la réputation ou l'image du mandataire social que je suis. Là, je n'accepte pas et personne ne pourrait l'accepter. Qu'on dise au moins la vérité. Qu'est-ce que moi j'ai hérité en termes d'arriérés de salaire? Ça aurait été une bonne chose qu'on le dise clairement. Ce qui s'était convenu à l'époque avec le banc syndical à la prise de fonction comme administrateur délégué, ça aussi on devrait le dire. Quand les agents refusent de cristalliser le passif en termes de salaire et qu'on vous demande de payer là où vous avez trouvé les arriérés, cela signifie qu'effectivement il y a des arriérés. Personne ne dit qu'il n'y avait pas des arriérés. Vous êtes Congolais comme moi, n'est-ce pas, que vous fassiez 25 mois sans payer les salaires des agents et que tous les jours vous montiez dans un immeuble comme celui de la SONAS, que vous descendiez calmement et que le lendemain vous veniez encore au travail pendant 25 mois. En tout cas, à moins que ce soit la magie, ce n'est que du mensonge. Nous allons terminer ce journal avec cette brève en sport, play-off Linafoot. Les Lacéliens de Don Bosco se sont inclinés sur la marque de 0-2 face aux Dauphins Noirs des V-Club. C'est dimanche 4 mai au stade Tout-Puissant Mazembe de Kamalondo en match comptant pour la 4e journée de la phase retour du play-off. La deuxième rencontre qui devait opposer le Tout-Puissant Mazembe à Sangabalende ne s'est pas jouée suite à un incident survenu dans le vestiaire. Avec cette victoire de l'association sportive V-Club consolide donc sa place de leader avec 9 points et Don Bosco reste lanterne rouge avec 1 point. Voilà, c'est par cette nouvelle sportive que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Le prochain journal, c'est demain à 7h avec Papi Katassi. Portez-vous bien. Excellent suite de programme sur nos antennes. Bonsoir.